Dernière vidéo sur ce chapitre, donc toujours sur les fonctions polynômes du second degré. Certains ont dit qu'ils avaient des questions sur la première partie. Alors, je ne sais pas trop exactement ce que vous n'avez pas compris, mais d'abord, sachez que là, on parle bien d'une fonction, donc c'est le type f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc, c'est l'expression algébrique de la fonction qui est de la forme ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réels. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Et peut-être ne confondez pas a et alpha, comme on verra par la suite. La manière dont c'est écrit dans ce chapitre, les lettres sont assez similaires, donc faites attention à ne pas confondre a et alpha, qui sont des choses totalement différentes. A est le premier coefficient du trinôme, du polynôme à 3 coefficients. Et alpha, c'est l'abscisse du sommet, c'est égal à moins b sur 2a. Donc on en était à la démonstration de la propriété 4, qui est qu'une parabole P, courbe représentative d'une fonction polynôme du second degré, admet pour axe de symétrie la droite d'équation x égale alpha. Vous le voyez ici représenté. Qu'est-ce que c'est un axe de symétrie? On le rappelle, un axe de symétrie par rapport à un objet, c'est que le symétrique de cet objet par rapport à cet axe, c'est lui-même. Donc la parabole a pour symétrique par rapport à l'axe de symétrie x égale alpha, elle a pour symétrique elle-même. C'est-à-dire que, en d'autres termes, ça fait une sorte d'effet miroir. Si on projette une moitié de la parabole par rapport à cet axe de symétrie, ça va donner l'autre moitié. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Le symétrique, on va prendre n'importe quel point. On va dire qu'il a ses coordonnées, son abscisse est faite par rapport à l'abscisse de cet axe de symétrie qui est alpha. Donc on va prendre un écartement de h par rapport à cette abscisse. Donc alpha moins h vont être son abscisse. H va varier. On peut prendre h de n'importe quelle valeur. Et donc m va se déplacer en fonction de h, évidemment. Et l'ordonnée de m, comme m est un point de P, ça va être f de alpha moins h. Voilà, il suffit d'écrire ça. Et on va dire, alors, ensuite, le symétrique de m par rapport à cette droite d'équation. Comme cette droite est verticale, son symétrique m', il va avoir plusieurs propriétés. D'abord, son abscisse, ça va être alpha plus h, c'est-à-dire à l'opposé de la droite d'équation x égale alpha, enfin à l'opposé de l'abscisse de alpha. Et son ordonnée, elle doit être la même, identique. Pourquoi? Parce que cet axe, il est vertical. Et rappelez-vous, symétrique par rapport à un axe de symétrie, par rapport à un point, ça donne la médiatrice du segment qui relie ces deux points. Donc c'est perpendiculaire, coupant en son milieu. Donc il faut que ce soit horizontal, de façon à ce que l'axe vertical soit bien perpendiculaire. Pour que ce soit horizontal, il faut qu'ils aient la même ordonnée. Donc, l'ordonnée de m', c'est f de alpha moins h. Or, on va calculer que l'ordonnée de m', c'est non seulement f de alpha moins h, mais que c'est aussi f de alpha plus h, parce que ce sont deux valeurs qui sont en fait égales. Si vous calculez f de alpha moins h, c'est égal à a facteur de... On remplace dans la forme canonique de f, qui est a facteur de x moins alpha. Or, x, c'est alpha moins h. Donc, on remplace x par alpha moins h. Moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Ça, c'est la forme canonique, rappelez-vous, qu'on avait vue ici. Voilà. Donc, si vous remplacez x par alpha moins h,
ça donne cela. C'est donc égal à A facteur de moins H de tout au carré plus bêta, c'est-à-dire AH carré plus bêta. Et donc, d'autre part, on calcule que, comme par hasard, f de alpha plus h, c'est aussi égal à AH carré plus bêta. Donc, le point M', il a pour coordonnées, en fait, alpha plus h, f de alpha plus h, puisque c'est égal à f de alpha moins h. Donc, M' est bien aussi un point de P, puisque ses coordonnées sont alpha plus h, f de alpha plus h. Donc, il appartient bien à la parabole P. Donc, le symétrique, on vient de voir que le symétrique de M par rapport à M', le symétrique de M par rapport à M' est un point de P. Donc, ça veut dire que P est un axe de symétrie. Pardon, que alpha, x égale alpha est un axe, la droite est bien un axe de symétrie pour la parabole. Ensuite, on peut faire un petit rappel que la fonction carré a pour sommet l'origine du repère, et c'est un axe de enfin l'origine, l'axe des ordonnées, pardon, est un axe de symétrie pour la fonction carré qui est paire. Ensuite, on va voir, cette démonstration est moins importante. Si vous ne saisissez pas tout, il vaut mieux que vous visualisiez le résultat de façon à bien retenir que un axe de symétrie de chaque parabole, c'est la droite x égale alpha. Et maintenant, on va finir en étudiant de manière plus systématique, en démontrant le sens de variation des fonctions polynômes du second degré. Et ça va nous faire un petit rappel sur les démonstrations des sens de variation. Comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations d'une fonction de manière systématique? En fait, il faut prendre deux réels qui appartiennent à un intervalle où on sait qu'il y a une monotonie qui est constante, donc ça ne bouge pas, c'est soit croissant, soit décroissant. Et on va pouvoir prouver cela en prenant deux réels, A inférieur à B, par exemple, ou U inférieur à V. Ici, on va prendre U inférieur à V. Et on va montrer que si on a f de U est inférieur à f de V, alors c'est croissant. Si on a f de U supérieur à f de V, la fonction est décroissante sur cet intervalle. Donc c'est parti, comment est-ce qu'on va l'étudier? On va bien évidemment se baser sur la forme canonique, parce que si vous remplacez U et V dans la forme développée réduite, ça ne va pas nous avancer beaucoup. Alors que vous allez voir, si on remplace U et V dans la forme canonique, qu'on fait réapparaître la forme canonique, on arrive à s'en sortir. Donc on prend le premier cas où alpha est A inférieur à 0. Et on va faire par disjonction le cas, donc on est obligé de séparer en deux, où il y a deux monotonies différentes. Là, la première, c'est croissante, on va montrer que c'est croissant. Là, c'est simple. Prenez donc, le premier cas, A est négatif. On a donc un trinôme du second degré, avec un premier coefficient négatif. Sur l'intervalle, moins l'infini, alpha, on prend deux réels U et V, tels que U inférieur à V, inférieur ou égal à alpha. Donc. Quelconque. Mais on veut juste cette condition-là. Et on va montrer que f de U est inférieur à f de V. Donc, comment fait-on pour prouver que f de U est inférieur à f de V? On va essayer de reconstruire notre forme canonique. Donc, on va rajouter moins alpha à gauche et à droite. Donc, ça, c'est inférieur à 0. Après, parce qu'on enlève alpha ici sur ces trois éléments, ça fait alpha moins alpha. Et ensuite, on va élever au carré pour essayer de retrouver la forme canonique. Or, comme on est sur l'ensemble des réels négatifs ici, rappelez-vous, la fonction carré, elle est décroissante sur l'ensemble des réels négatifs. Donc, on aura U moins alpha le tout au carré, qui est supérieur à V moins alpha le tout
au carré, qui sera positif. Tout sera positif. Ensuite, on multiplie par A. A est un réel négatif, donc on inverse le signe. On a donc A, facteur de U moins alpha, le tout au carré, inférieur à facteur de V moins alpha, le tout au carré. On rajoute bêta, donc on ne change pas le signe de l'équation, et on retrouve à ce moment-là, ici vous avez f de U, bon, on va faire plus simple, pardon. Non, bon, ça ne va pas être clair si je fais ça. Bon, ici, on a f de U, que vous voyez ici, qui est inférieur à f de B. On vient donc de prouver que quand on prenait deux réels U et V, on arrivait à prouver que f de U était inférieur à f de V sur cet intervalle-là. F est donc croissante sur moins l'infini alpha. Là, on étudie juste le cas où A est négatif. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, donc on prend deux réels qui se trouvent à droite de alpha. Donc, alpha est inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à V. On le pose U inférieur à B, c'est nous qui décidons. On soustrait alpha à tous ses membres, sans changer le signe de l'inégalité. On élève au carré, parce que la fonction carré est croissante, le signe de l'inégalité ne change pas. Elle est croissante sur 0 plus l'infini. Okay. Ensuite, on multiplie par A, toujours négatif, donc là, on va changer le signe de l'inégalité. On rajoute bêta, on retrouve ainsi notre forme canonique, et on retrouve f de U et f de V. Et on a bien f de U supérieur à f de V. F est donc décroissante sur alpha plus l'infini. Voilà pour la démonstration pour le cas où A est négatif. Dans le cas où A est positif, je vous invite à le faire vous-même et vous trouverez qu'effectivement, quand on multiplie par A, que A est positif, à ce moment-là, ça change la démonstration et ça crée des conditions opposées. Donc, à ce moment-là, évidemment, on va tomber sur une décroissance puis une croissance. Arrêtez-vous bien sur cette démonstration, essayez bien la comprendre, parce que comme ça, vous comprendrez bien comment on étudie les variations d'une fonction de manière systématique. Ça n'est pas non plus vital. L'essentiel est que vous compreniez ces deux démonstrations de manière approximative. La plus importante dans ce chapitre étant cette première démonstration de P2. Voilà. On va pouvoir passer aux exercices que je vous mettrai en ligne. Donc maintenant, vous pouvez me rendre à chaque fois vos devoirs en ligne en cliquant sur rendre mon devoir en ligne et vous le téléchargez dans l'école directe. Je vous remercie de votre attention.